Mathieu, je vais te proposer de revenir t'installer à côté de Clarisse. Lauriane également, voilà, puisqu'il y a des questions. Et Mathieu, les deux Mathieu, pardon. Et donc, il y a déjà des questions pour vous, figurez-vous. Il y en a notamment une première que je vais prendre sur la ressource forestière. Bien qu'elle soit anonyme, je la pose quand même. Bien notée sur la ressource en bois, mais encore une fois, il s'agit exclusivement de la ressource forestière. Donc, en tenant compte de la forêt agricole et pas seulement des haies bocagères et de la forêt urbaine au sens large, voilà la question. À quelle hauteur compense-t-on le déficit de ressources dans les zones à forte densité démographique? L'ADEME, le CIB, vous avez des micros en face de vous qui vont pas tarder à être activés, le marron et le jaune pour la régie. Donc, comment compense-t-on et quid de la ressource tropicale? Ah non, d'accord, c'est très bien. Donc, c'est Mathieu. Ça dépend des territoires. Moi, je dirais que c'est vrai que sur les zones urbaines, on va récupérer pas mal de flux urbains, notamment par des bois d'élagage ou des choses comme ça, de façon plus importante qu'en zone rurale. J'ai tendance à dire qu'on serait sur peut-être une 10 ou 15% de la consommation, grosso modo, qui serait récupérée par ces élagages urbains dans les zones à forte densité de population. Il y a la sortie de statut de déchets qui devrait officialiser et peut-être dynamiser j'espère que ce serait dynamiser plutôt que restreindre cette valorisation énergétique des bois d'élagage. Et puis après, les zones bocagères, etc. Là, pour le coup, forcément en Normandie, c'est très important. Dans d'autres territoires où le bocage est moins présent, mais c'est là aussi en devenir, je pense. Enfin, ça existe beaucoup dans les zones bocagères historiquement et traditionnellement. Ça a eu une phase de déclin qui est en train de reprendre maintenant. Il y a des sujets, je pense, devant nous sur l'agroforesterie ou des choses comme ça pour valoriser au mieux des ressources qui sont pas forcément aujourd'hui pleinement mobilisées, etc. Donc, dire un chiffre exactement, je ne le connais pas. Dominique, tu le connais peut-être aussi bien que moi, j'en sais trop rien, mais il y a, c'est sûr, plein d'autres biomasses à mobiliser que les ressources forestières, même si on sait que globalement, le gros de la ressource se situe quand même en forêt. Mais il y a en effet d'autres ressources à mobiliser sur les territoires. Et les déchets de bois en font partie, bien sûr. Donc voilà. Clarisse, Lauriane, un petit complément par rapport à ça? Ou si dans la salle, quelqu'un est parfaitement au courant et souhaite apporter un complément, n'hésitez pas à vous manifester. Oui? Ah, bien sûr. Dominique. Tu appuies sur le petit bouton juste en face. Dominique Plumaille de Céden. Je vais peut-être laisser Lauriane peut-être compléter avant, ou Clarisse, si vous avez des éléments complémentaires. Non, j'allais juste appuyer le propos de Mathieu, qui est effectivement la plus grosse ressource, elle est en forêt, mais qu'on a quand même un enjeu à aller chercher, on va dire, à diversifier les approvisionnements là où c'est possible, en fonction des contextes locaux, aller chercher voilà, mais toujours en prêtant attention aux éventuels conflits d'usage. L'idée, c'est pas d'aller déshabiller l'industrie du bois, par exemple, pour aller mettre du bois dans les chaufferies. C'est pas l'idée. Et puis après, il y a aussi un enjeu à côté de ça, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique des chaufferies pour consommer moins de biomasse. Et puis c'est la rénovation énergétique aussi pour baisser les consommations. Et on va dire alimenter davantage d'utilisateurs, mais sans consommer plus de bois. Voilà. Alors, ceux qui connaissent bien la Normandie s'y mettent à deux. Mathieu Fleury vient de faire allusion. Dominique Plumaille, mets bien le micro juste en face de toi. Oui, non, tout ça. Bon, je suis à l'origine de cette question. Le travail qu'on avait fait il y a une vingtaine d'années, c'est vrai, ça date un peu, dans le département de la Manche. Le département de la Manche, qui est le département, sauf erreur de ma part, le moins boisé du territoire national, ou parmi les moins boisés à l'échelle nationale, était complètement ou en grande partie compensé par la haie bocagère, lorsque si on prend en considération qu'un kilomètre de haie, peu ou prou, correspond globalement à un hectare.
de forêt. Donc on voit effectivement que l'agriculture peut vraiment jouer un rôle de compensation dans les zones de l'Ouest océanique, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, peut-être certainement aussi au-delà. C'est pas seulement la haie bocagère, c'est les vergers, ailleurs ce serait la viticulture, c'est aussi les arbres éparses, c'est aussi les bosquets qui ne sont pas pris totalement en considération, les bois et bosquets pas totalement pris en considération dans les inventaires forestiers réalisés par l'IGN aujourd'hui. Donc il y a tout un potentiel en fait à exploiter qui n'est absolument pas aujourd'hui et qui, contrairement à ce que disait tout à l'heure Clarisse, me semble pour ma part pas vraiment correctement appréhendé sur les territoires nationaux. Il y a une amélioration certes ces dernières années, mais il me semble qu'on n'a pas encore vraiment une photographie précise de cette ressource disponible. Et puis pour avoir fait cette approche il y a une dizaine d'années sur l'Île-de-France, il y a 200 000 hectares de forêt en Île-de-France, on avait estimé effectivement par des inventaires mais qui étaient relativement une méthode statistique qui serait sans doute à parfaire, mais que le bois d'origine urbaine, les arbres d'alignement, les parcs et les bois qui sont dans les parcs et jardins, pour partie aussi dans l'espace privé, pas seulement sur l'espace public, représentent globalement 10% de surface forestière supplémentaire. Donc c'est pas seulement en fait, c'est pas, je dirais que la question de la sortie du statut de déchets de bois qui sont collectés en mélange avec des déchets végétaux et qui rejoignent les plateformes de compostage ne constitue pas la seule ressources. Il y a sans doute des filières qui sont aussi à mettre en place pour aller mobiliser, qui existent peut-être pour partie, mais sans doute qui seraient encore à développer. Puis le troisième sujet que je voulais évoquer, c'est qu'on ne peut pas en fait aujourd'hui totalement se déconnecter de la problématique de l'aménagement du territoire. Lorsque on doit raisonner le bois énergie, on doit aussi le raisonner en se projetant sur les besoins des collectivités notamment qui sont aussi productrices d'eau potable, que la question de la ressource en eau et de la préservation de cette ressource en eau devient aussi essentielle, la lutte contre l'érosion des sols, les inondations qu'on a pu voir depuis des années et qui se multiplient sur le territoire national. Je pense que là, la reconstitution, pas forcément de maillage bocager, moi je parlerais plutôt de bandes lignocellulosiques ou bandes ligneuses placées sur des territoires correctement identifiés pour lutter contre ces phénomènes d'érosion des sols, peuvent devenir demain aussi des sources de bois pour l'énergie. On ne fera pas autre chose que l'énergie avec ces ressources-là, de toute façon. Mais à la fois dans l'implantation et dans l'exploitation de ces ressources, il faudra complètement mécaniser pour que l'agriculteur soit totalement, accepte le principe de consacrer une partie de ses sols à cette production d'agro-ressources. Et je pense qu'il y a véritablement un véritable déploiement à envisager sur les territoires, notamment dont on parlait, la forte densité démographique, mais qui sont aussi très exportatrices de blé. Il était intéressant la carte l'exportation de blé vers le reste du monde du port de Rouen, qui est le premier port d'exportateur de blé en France. Et on voit bien effectivement que toute cette production, elle est dans l'Ouest, elle est sur la Normandie, les Hauts-de-France. Et là, il y a le problème d'érosion fort des sols. Et je pense effectivement qu'il y a une problématique d'aménagement du territoire à approfondir en lien avec la production de bois pour l'énergie. Merci Dominique. Bon, celui ou celle qui a posé la question, dont j'ai pas le nom, vous pourrez discuter. On va avoir une grosse demi-heure de pause là, juste après. Une petite réponse peut-être, si je peux. Si je peux juste répondre donc sur la partie recensement du potentiel sur les haies, il y a l'IGN qui a publié son étude là, récemment. Donc il y a à la fois un état des lieux et puis un suivi qui va se faire sur les haies bocagères. Et puis en fait, là l'image, c'était surtout de montrer que les gros volumes c'est en forêt et c'est là où l'écart est plus important entre les lieux de consommation et les lieux de production. Alors effectivement, sur les ressources agricoles, il va y avoir aussi ce décalage, mais c'est de montrer de manière visuelle, attention, il va falloir avoir un raisonnement un peu plus élargi et penser à valoriser, puisque voilà, les forêts sont impactées, il y a besoin aussi de travaux en forêt, et donc d'avoir cette vision globale entre comment on fait ces travaux en forêt, comment on valorise ce bois sur des usages qui vont être à un peu plus que 100 km, alors que maintenant on est plutôt sur des rayons inférieurs à 100 km. Donc aller un peu plus loin et accompagner vers des distances un peu plus loin. Donc c'était ça le message. Mais bien sûr, tout ce qui est généré par l'activité humaine, ça reste aussi des volumes importants qu'il faut prioritairement valoriser sur le territoire.
On va revenir sur la ressource tout à l'heure, et notamment avec la télédétection. On posera la question à Yousra Amrouni. Est-ce qu'en télédétection, vous arrivez à voir ce qui se passe sur ces 200 000 hectares de forêt en Île-de-France? Oui, il y avait une question ou un complément? Oui, un petit complément. Stéphane Magot, président du CIDET du Lot, donc je ne vais pas complètement dépouiller mon intervention de cet après-midi, mais dans la diversification de la ressource, il y a les déchets verts issus des particuliers. Et là, lorsqu'on a un secteur pas strictement urbain, mais un périurbain, toutes ces haies, toutes ces tailles qui aujourd'hui sont déposées en déchetterie, qui font l'objet d'arrêtés préfectoraux d'interdiction de brûlage, et heureusement pour la qualité de l'air, nous, à l'échelle d'un département rural, alors qu'on se dit que ça pourrait trouver un autre exutoire, ça a explosé en quantité, à tel point qu'il n'était plus question de le composter, on n'avait plus d'exutoire pour le compost. Et aujourd'hui, on arrive à valoriser la fraction ligneuse des déchets verts déposés sur nos 29 déchetteries lotoises, et ça représente 20% de l'approvisionnement de notre parc de réseau de chaleur. De 15 gros réseaux de chaleur que vous avez conçus, développés, Non, que vous exploitez. Gros, non, on va rester modeste. Non. Petit ou moyen. On regardera ça tout à l'heure, en images. Alors une question cette fois-ci qui va s'adresser à France Chimie et Occitanie. Le développement du bois énergie dans la chimie ne risque-t-elle pas de déstabiliser les filières locales d'approvisionnement? Quels sont les facteurs limitants d'un développement massif dans les industries de la chimie, des CSR, notamment sur le plan fiscal? La première partie de la réponse, je l'ai. La deuxième, sur la partie fiscale, je l'ai moins, je pense. Mais c'est vrai qu'on a une grosse concentration. Voilà. L'objectif des projets à décarboner, je l'ai dit, c'est toutes les tailles, donc de la petite à la grande. Donc si on veut décarboner des gros sites, il va falloir mettre en place des plans d'appro qui seront adaptés. Donc je pense que là-dedans, il y a les cellules biomasse en région qui sont là pour arriver à raisonner ces plans d'approvisionnement. Je pense qu'il y a aussi des acteurs en territoire autour du bois énergie qui sont capables de fédérer et de massifier cette ressource. Je l'ai dit également, moi je pense que l'équilibre se fera avec tout type de biomasse. Donc là on a parlé du bois énergie, on a parlé des déchets verts, de la fraction lineuse sur laquelle on travaille depuis quelques années. Je pense que la ressource agro mérite aussi d'être valorisée sur ces territoires. Je pense que notamment ce sujet agropolé qu'on travaille depuis des années au niveau des RGT Énergie fait écho au niveau des industries chimiques et a un intérêt pour arriver à adapter la ressource aux besoins des territoires. Donc voilà, je pense que j'ai pas vraiment de peur de déséquilibre sur les territoires parce qu'il y a des gens qui sont là pour veiller à cette appro, notamment l'ADEME et les cellules biomasse. Mais je pense que ça marchera par le mix des ressources adaptées sur un territoire. Et sur la question du CSR, je suis moins performant, donc je n'aurai pas trop de réponses. Je sais qu'il y a un gros sujet sur le CSR, sur la filière CSR par rapport aux 50% de biogéniques qui sont exigés, je crois, par rapport à l'ADEME. Donc je pense que je vais laisser Lauriane peut-être répondre. Ouais. Sur la partie CSR, quels sont les facteurs limitants d'un développement massif dans les industries de la chimie des CSR? Et virgule, notamment sur le plan fiscal. Si on peut Qu'est-ce qui a posé la question? Si on peut préciser la question, on ne sait pas. Tu pouvais le dire. Bon, appuie sur ton micro et précise ta question si tu veux. Oui, en fait, on a réalisé assez récemment une étude dans le cadre d'un projet financé par l'ADEME en Normandie, sur la vallée de la Seine. On s'est aperçu notamment que la filière CSR souffrait en fait d'une véritable problématique qui était celle des quotas carbone. C'est-à-dire que brûler des CSR pour parties qui vont évidemment pas être d'origine biogénique, il faut quand même rappeler que nos décharges sont remplies de produits à haut pouvoir calorifique, et que les capacités d'enfouissement vont se réduire dans les années qui viennent, et à l'érosion 2030, sans doute d'un facteur 3. Donc, sortir un produit à haut pouvoir calorifique de décharge, c'est un enjeu majeur. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas brûler ces produits dans n'importe quelle condition, et les sites industriels sont particulièrement bien adaptés pour les brûler. On ne peut pas les brûler sur des chaufferies urbaines avec des appels de puissance, des pics d'appels de puissance qui sont extrêmement importants, pas d'usage en été ou très peu. Donc pour moi, ces produits sont vraiment destinés à l'industrie. Et dans la vallée de la Seine, on a une part très importante d'industrie de la chimie.
La grande difficulté qu'on a vue lorsqu'on a fait les analyses comparatives bois-énergie versus CSR, c'est les quotas carbone. C'est-à-dire que dans les CSR, on supporte le coût du carbone. Le coût du carbone qui aujourd'hui est à 80 € la tonne et qui représente à peu près 16 € par mégawattheure de surcoût pour l'industriel, même s'il y a des allocations gratuites, pour autant, et de façon assez massive dans l'industrie de la chimie, pour autant, ça représente quand même une charge extrêmement importante pour l'industriel. Sans compter que de l'autre côté, quand tu consommes du gaz, il a des allocations gratuites et la TICGN, pardon de le dire, mais elle est souvent, comme par, il y a une forte intensité énergétique, elle n'est même pas de 1,52 €, elle est parfois de 0,5 pour avoir travaillé, donc 0,5 €. Donc vous voyez, on compare une solution où on paye 16 € par mégawattheure d'un côté, qui est fortement pénalisée, le cas des CSR, qui est pourtant vertueuse, filière vertueuse, avec une filière gaz qui supporte une taxation très faible. Et pour moi, il y a un problème fiscal dans cette filière et qu'il faut en fait identifier, faire remonter et puis traiter à l'échelle européenne sans doute, enfin nationale d'abord et ensuite européenne par la suite. Ouais, mais vous avez tout à fait raison, parce que nous, il y a des projets CSR justement qui étaient engagés et qui sont remis en question à cause de ces questions-là. À cause de ces questions de compétitivité, de ces questions de ce seuil à 50% de biogénique, de la ressource CSR, parce que du coup la ressource CSR finalement, je sais qu'il y a Trifield qui est présent dans la salle aujourd'hui. Il y a un modèle Trifield qui est quand même intéressant où ils ont fait du coup une méthanisation d'OM et du coup ils extraient directement des CSR d'ordure ménagère. Je pense que c'est effectivement une filière vertueuse, mais pour le moment ces limites en termes fiscaux sont tout à fait un verrou dans le développement massif des projets. Donc c'est pour ça que le million de tonnes sur la partie décarbonation de la chimie, il faudra qu'il y ait des évolutions pour la partie fiscale. Branche ton micro si on n'entend pas. Oui, je voulais seulement souligner que la ressource en CSR, elle est considérable. Rien que sur la Normandie, on a plutôt en tête de l'ordre de 2 à 2,5 millions de tonnes mobilisables à l'horizon 2030. Rien que sur la Normandie. Donc à l'échelle nationale, dire on va mobiliser 1 million de tonnes, c'est faible. Vous avez un potentiel bien plus important à valoriser dans l'industrie de la chimie. Mais le potentiel doit être accepté aussi. C'est tout le sujet de comment arriver à livrer du CSR proprement, convenablement dans des industries qui ne sont pas habituées à avoir des choses qui traînent. Allez, une dernière question avant la pause. Si l'on regarde l'efficacité carbone atteinte du net zéro, la combustion du bois n'est peut-être pas la plus efficace, biochar notamment, mais la filière ne semble pas être prête en France. Donc c'est quelqu'un qui est forcément pas en France qui pose la question. Il s'agit de Marie-Laure Rabo-Kersi qui interviendra tout à l'heure, qui est de EIFER, Europäisches Institut für Energieforschung, et qui interviendra tout à l'heure sur le sujet de la corrosion dans les grosses centrales biomasse. Alors, biochar, si on regarde l'efficacité, la combustion du bois, qui n'est peut-être pas la plus efficace. Biochar, on avait une intervention. Alors là, ça peut être une question à la fois pour le CIB, pourquoi pas pour l'ADEME, mais également avec l'autre casquette pour Mathieu Campargue, pour RAGT Énergie, puisque en octobre 2022 à Lille, il y avait eu une présentation par RAGT notamment du dispositif biochar, là, cette espèce de façon d'avoir un puits de carbone, une forme stable de carbone par la pyrolyse de la biomasse. Donc on peut avoir un petit complément là. Non, moi je pense que la question est bonne. Est-ce qu'elle est mature pour le moment? Je pense que c'est à travailler. Ces sujets biochar ou plutôt biocol pour arriver à produire de l'énergie sont effectivement intéressantes. C'est pratiqué dans certaines industries au niveau international. On le travaille, j'ai aussi une casquette, je m'occupe de la commission de normes là, au niveau national sur tout ce qui est biocombustible solide et dont le biochar. On a lancé un groupe qui est spécifique sur la partie biochar. Donc on voit qu'à l'international, effectivement, il y a plein de jolis projets sur de la partie biocol pour produire de l'énergie pour l'industrie à partir de biomasse pour améliorer les performances à la fois de stockage et d'énergie. Comment ça va se déployer en France? Quelle place va y avoir en France sur la partie biochar? Le biochar, pour le moment, c'est tout un tas de solutions. C'est des solutions en tant que pour un usage dans le sol, pour un usage en tant qu'agent réducteur dans tout ce qui va être industrie chimique ou métallurgique. Et ce sujet biocol reste un point d'interrogation. Et donc, par rapport à ça, la place que ça prendra demain, elle n'est pas du tout évaluée en termes sur la partie France Chimie. On n'en a pas du tout parlé. Vas-y. Marie-Laure Rabo-Kersi. Oui, juste un complément. Je ne pensais pas nécessairement aux aspects biocol parce que ça, je suis d'accord que ça concurrencera jamais le bois, la combustion directe du bois propre, entre guillemets, sans transformation préalable, on va dire. Je pensais plutôt à des usages substitutions pour les matériaux.
enfin, le carbone en lui-même, le stockage du carbone, enfin la séquestration pardon, du carbone dans le sol, pourquoi pas, mais plutôt l'aspect matériau qui permettrait de faire d'une pierre deux coups, entre guillemets, parce que je produis un peu d'énergie, certes moins qu'en faisant de la combustion directe, mais j'ai quand même un effet substitution de carbone fossile dans les matériaux, etc. Et ça, enfin, on voit que ça se développe quand même beaucoup dans beaucoup de pays, mais en France pas du tout. Et voilà, moi je me demande, c'est vraiment une question sur le... Est-ce qu'un jour on sera prêt en France, ou est-ce qu'on est en train de laisser passer, le coche, et puis du coup ben, on sera très très en retard, à la fois au niveau des technos de production, mais aussi des usages, parce qu'on restera sur un modèle combustion classique, entre guillemets, quoi. Et j'ai pas la réponse, clairement. Mais je pense que tu as complètement raison. En fait, c'est un sujet qui est quand même traité, je pense, principalement en sidérurgie et métallurgie. Pour le moment, c'est le sujet où il y a la place pour ce biochar dans l'application procédé. Je pense que, toujours pareil, pour arriver à l'intégrer, pour arriver à le développer, il faudra qu'il y ait des financements adaptés, il faudrait qu'il y ait des sujets où, du coup, ben, l'ADEME et les financeurs voient un petit peu l'intérêt de substituer ce carbone fossile, où, effectivement, dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, il y a une part de CO2 combustion, il y avait une part de CO2 procédé qui était importante. Et je pense qu'on pourrait arriver à y pallier avec ce carbone matériau à partir de biochar et à partir de ressources où, du coup, on peut avoir des ressources à trouver qui soient beaucoup moins qualitatives, peut-être, et qui permettront d'être préparées différemment avec la production de biochar. Lauriane Henry, un petit mot. Quel est le regard de l'ADEME quand elle voit apparaître biochar dans les réponses aux appels d'offres, appels à projets? Ouais, je suis désolée, je n'aurai pas la réponse aujourd'hui sur la valorisation de biochar en tant que matériau. En tout cas, ça me semble effectivement une piste qui... Aujourd'hui, on n'a pas de filière de valorisation du biochar, donc nous, on ne va pas financer d'installation particulièrement pour aller produire du biochar. Et puis dans nos réseaux de chaleur, on a avant tout besoin d'énergie et il n'y a pas d'usage derrière. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas un gros développement dessus. Je pense qu'il y a quand même des projets de recherche qui sont soutenus de notre côté. Mais après, voilà, je ne m'en occupe pas directement, mais je creuserai la question pour vous apporter une réponse. D'accord. Tu auras le droit de mettre les réponses avec les supports qui seront mis en ligne sur le site du CIB après. C'est aussi ce qui se passe après un colloque comme celui-ci. Bon, merci à tous les quatre. On va maintenant avoir une petite pause. On retrouvera Mathieu Fleury, bien évidemment, dans l'après-midi, en fin de journée. On retrouvera Clarisse Fischer tout au long de la journée, et Lauriane Henry également. Merci à tous les quatre. Et une demi-heure de pause, on se retrouve pour parler corrosion sur les grosses centrales biomasse à 11h10 précise. Merci.